Écoutez, bonjour, un grand merci pour votre invitation, un grand merci à Carolina Brito en particulier. Le sujet est donc le suivant, l'alliance thérapeutique, de quoi parle-t-on? Et vous allez comprendre tout de suite que ces éléments vont constituer mon plan d'intervention. Historique, définition, recherche et perspectives cliniques. Un premier point donc, historique. Et oui, l'alliance aura structuré toute la théologie biblique en s'entend un Dieu et un individu, Dieu et Noé par exemple, avec le symbole de l'arche de l'Alliance, Dieu et Abraham aussi, avec toute sa descendance, et plus globalement encore, Dieu et le peuple juif. Ici, l'arche d'Alliance qui, en son temps, contenait les tables de la loi. Parce qu'en son temps, il s'agissait d'observer. Et au demeurant, pour nous aujourd'hui, le mot observance est lui-même d'origine religieuse. Parce qu'observer, c'était observer la loi. En son temps, on parle de récompense, mais aussi de sanction. Le système est punitif, car il s'agit d'éduquer, au sens premier et fort. Éduquer, ex ducere, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire sortir de l'ornière pour faire évoluer de l'état de nature animale à l'état de culture et intégrer ainsi un tissu humain. Nous parlons ici de l'Ancien Testament et voici maintenant le Nouveau Testament, l'alliance qui est liée entre Jésus et les hommes, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Nous parlerons toujours d'observer le rite, mais je mets maintenant le point d'éduquer en interrogation, puisque nous parlons de l'adulte, et nous parlons plutôt aujourd'hui de former. Au demeurant, on n'éduque pas un adulte. De nos jours, quand on parle d'alliance, on parle d'une union, et bien naturellement entre deux personnes, avec le symbole que vous connaissez, l'alliance objet. Ce peut être dans le droit international entre deux ou plusieurs États, confère par exemple la Sainte Alliance, qui a été contractée à la chute de l'armée napoléonienne entre l'Empire de Russie, austro-hongrois et également la Prusse. Et je vais mettre un point d'interrogation entre l'élu et le peuple, parce que de nos jours, il s'agit d'accorder une confiance à un élu qui accorde une protection, mais vous savez, je n'apprends pas que la démocratie est quelque peu en péril dans ce monde. Pour ce qui nous concerne véritablement, le mot alliance, on va le trouver à travers, comme on dit, la littérature, avec différentes formulations. Et à chaque fois, vous avez la traduction in English. Tantôt alliance de travail, tantôt l'alliance aidante, l'alliance thérapeutique, nous y venons, ou l'alliance avec l'ego du patient. Bien naturellement, on ne va pas comprendre ego au sens de l'égocentrisme. On parle de l'ego, du moi, au sens psychanalytique, car nous parlons bien d'une théorisation qui est faite chemin faisant par des psychanalystes. Un certain Freud évoquera, dès la fin du XIXe siècle, la collaboration du patient. Jamais il ne parlera de l'alliance en tant que telle, mais on sent bien sa recherche entre le transfert, qui pourrait être limitant, qui pourrait être bloquant, donc négativement, et au contraire, l'alliance qui pourrait être aidante. Plus tard, il parlera de la façon la plus explicite de pacte. Elisabeth Zetzel, pour sa part, nomme pour la première fois l'alliance thérapeutique, mais sans la théoriser encore. Nous sommes au milieu du XXe siècle. Carl Rogers, que vous connaissez de nom sans doute, parle de l'alliance thérapeutique en soi, en elle-même, mais sans encore la théoriser. Smith et Glass font un travail très important dans les années 70, une méta-analyse de rien moins que 400 thérapies brèves, et faisant apparaître que bon an mal an, le bénéfice était là, quel que soit le mode de thérapie. Ce qui fait rechercher ce qui peut être le dénominateur commun et bien sûr fait mettre en avant la notion d'alliance thérapeutique. Cette alliance enfin va être théorisée avec une première approche unidimensionnelle et une seconde qui, elle, fait apparaître trois éléments se référant aux objectifs, aux tâches et aux liens. Pardon, je fais avancer. Voilà, et c'est avec Louise Gaston que l'approche aurait été la plus aboutie,
avec d'une part une approche intégrative associant 3 dimensions issues de concepts psychodynamiques, l'alliance se référant à la relation, l'alliance thérapeutique relative à la relation affective, l'alliance de travail qui correspond, elle, à la capacité du patient à développer un travail thérapeutique, et enfin, du point de vue du thérapeute, sa compréhension empathique et l'implication de ce thérapeute. Et encore en outre, une 4e dimension issue des théories cognitivistes avec l'accord du patient et du thérapeute sur les objectifs et les tâches afférentes. Alors en résumé, nous dirons une construction sur 2 grands piliers, avec d'une part une collaboration établie entre le patient et le thérapeute, et d'autre part les capacités de chacun à négocier un contrat adapté à la nature de la thérapie et avec un engagement de chacun à la clé. Maintenant, nous pouvons venir aux définitions véritablement. Et ce mot alliance, originellement, étymologiquement, vient du latin ad ligare, qui a le sens de lier à, avec donc 2 composantes, ligare, lié, et ad, qui je crois est important parce qu'il imprime une dynamique, vers en vue de, une dynamique dans l'espace, une dynamique dans le temps, possiblement. Tandis que notre mot changement vient, lui, du grec métabolé, avec ce préfixe méta, qui a, j'ai envie de dire, le travers de nous faire un saut au-delà, après. Ça veut dire que le changement, tout au moins en Occident, est un impensé en termes de transition, en termes de temporalité. Le méta nous fait faire comme une bascule de au-delà à l'après, et ce serait un danger pour l'ETP en particulier que là où est le patient, on voudrait imprimer un mouvement comme une bascule là où on voudrait qu'il soit. Bien naturellement, c'est le même sens avec le coaching, qui indique par définition une verticalité. Et quand il s'agit de développer des performances, ce terme se référant à une externalité par rapport au sujet. Revenons à ad ligare pour dire, avec un point d'interrogation, est-ce à dire attacher, mais dans le bon sens, dans le moins bon sens, est-ce à dire s'attacher, alors qu'il faudrait peut-être désaffecter la relation de soins, donc des points d'interrogation. Confère également le mot accompagnement, là encore étymologiquement. Cum, pagne, cum en latin, ça veut dire avec, pagne, ça veut dire le pain. Comme si nous partagions le pain, est-ce à dire que nous deviendrions copains au fil de la relation de soins? Là encore, point d'interrogation. Avec une attache, mais de quelle nature? Tout cela, ai-je dit, en dépsychologisant la relation de soins. Et si notre référente psy au CHU, Madame le docteur Maréchal, se revendique être une psy ETP, c'est dire qu'elle est psy, qu'elle demeurera psy, mais au contact d'une pratique de l'ETP avec la supervision de notre équipe de prévention et d'éducation du patient, Damien. Elle est psy et demeurera psy, mais encore une fois au contact d'une pratique d'ETP. La réciproque, en revanche, n'est pas vraie. Nous ne faisons pas l'équivalence entre l'ETP et la psy, je le dis bien sûr de façon réductrice. Alors, venons-en aux définitions véritablement. Liées, vers, en vue de, ai-je dit, l'alliance thérapeutique peut être définie comme la collaboration mutuelle, le partenariat entre le patient et le thérapeute dans la visée de l'atteinte des objectifs fixés conjointement. Et j'écris ainsi l'an dernier. Et un peu plus loin dans le temps, je vais reprendre les 2 segments, si je puis dire, liés tout d'abord. L'alliance thérapeutique est un objectif en soi. Elle s'instaure entre un soignant et un sujet malade. Elle doit ainsi être obtenue et maintenue dans la durée. Il est affaire de durée puisque nous parlons de chronicité s'agissant aujourd'hui de la maladie chronique. Et j'écris en 2012. Vers en vue de, la démarche d'alliance thérapeutique engage chacun à co-construire un projet de changement et qu'il soit clairement dit, chers amis, que l'ETP doit viser un changement. Virgule, reste à savoir comment on va le mettre en œuvre maintenant. Un projet de changement, donc, effectif, d'un état de santé et à collaborer, labour, labeur, au sens premier et fort, pour mener ce projet à son terme. Alors j'insiste sur le mot lien parce qu'il peut être perçu négativement. Et quand j'ai écrit dans ce petit chapitre repère de cet ouvrage en 2012, je vous le dis, Madame
Lacroix, Anne Lacroix, qui était bien connue dans notre monde de l'ETP et dont je salue la mémoire aujourd'hui, avait pu être gênée par ce lien, parce qu'on peut comprendre que ce lien puisse, au sens premier, et fort et négatif, nous lier et interdire la mobilité que nous requérons. Eh bien non, je le dis différemment, le lien est ce par quoi deux choses ou deux êtres peuvent être tenus ensemble, certes. S'il peut impliquer la dépendance, nous évoquons pour notre part plutôt la relation au sens de l'allemand Beziehung, qui a le sens de tirer et de l'utilité d'être tirant humainement. Mais chacun, si je puis dire, tirant l'autre dans la relation soignant-soigné pour qu'il y ait un mouvement commun. Venons-en maintenant à des recherches que je mène notamment au sein de mon université et à travers quelques écrits. En prenant appui sur un référentiel, celui de l'HAS que vous connaissez. Je ne vous cache pas une certaine gêne à la lecture des mots qui présentent la démarche de TP. Le mot planification, je ne le trouve pas d'une grande poésie, il réfère par définition à une planification, comme on voit indiqué ici. Et ce qui me gêne surtout, c'est qu'il faudrait construire en premier lieu un diagnostic éducatif, et je vais le dire en termes un petit peu triviaux, comme si nous pouvions faire le tour d'une personne avant de déployer comme mécaniquement une ETP. Et ce qui me gêne encore plus, c'est que tout se réfère au sujet à éduquer en direction d'eux, comme encore avec une verticalité. On parle du patient, son savoir-être, son savoir-faire, etc. Parle-t-on véritablement du soignant en direction du patient? Aussi ai-je travaillé avec ce dessin que vous connaissez. Ici, l'homme de Vitruve, dessin célèbre de Vinci. Vitruve est un architecte romain de la Rome antique qui a beaucoup influencé Vinci pour ses travaux. Et on voit ici l'homme au centre d'un cercle, parce que nous sommes en période d'humanisme, l'homme est au centre du monde à mesure qu'il s'émancipe d'un dieu. Et je vais prendre ce modèle-là, je vais le reprendre à mon compte pour théoriser ce que l'on peut observer en termes de facteurs de résistance sur le sujet obèse et en conférant de nouveaux cercles que je vais vous présenter avec la logique suivante. Je parle des facteurs de résistance en faisant écho, vous pouvez l'imaginer, à des facteurs de risque, tels qu'on aborde classiquement dans l'approche d'une maladie chronique cardiovasculaire, par exemple. Mais je vais maintenant ici thématiser le changement, en m'interrogeant sur le sujet, qui est toujours au centre, mais également à ses proches. Il y a des proches, il ne vit pas ce sujet dans une ville déserte. Nous ne pouvons pas nous exonérer de la relation de soins, par définition. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Et ceci dans un contexte de société et d'évolution de la société au fil du temps. Si je viens à ce point premier, la personne, je vais ainsi repérer des facteurs pluriels. Et vous voyez que ce sont des points limitatifs, parce que j'ai évoqué ici, je montre ici des points de suspension. L'hérédité, comme par exemple, ça ne commence pas bien, puisque tout serait dans les gènes. Encore qu'il faille développer cette thématique pour évoquer celle de l'héritabilité culturelle à travers les générations. L'histoire personnelle, avoir vécu ou pas tel ou tel traumatisme dans son enfance. L'anthropologie, et là on ouvre un champ considérable relatif aux représentations, ô combien légion dans ma discipline de la nutrition. L'anxiété dont on sait qu'elle est ambiante actuellement, la culpabilité qui vient polluer la relation à l'aliment quand ce n'est pas la honte, mais qu'on n'exprime pas puisqu'on vulgairement se taperait la honte. La peur de guérir, et oui, parce que consciemment, inconsciemment, la maladie pourrait conférer, comme disent les psys, des bénéfices secondaires. Le point limitant, s'il en est aujourd'hui, des ressources dans la conjoncture difficile que nous savons. Voici pour la personne, ces facteurs sont donc nombreux. Également pour les proches. Et on connaît bien cette attention, entre guillemets, ce geste en direction du grand-parent, mais c'est pourtant bien que de ne pas faire ceci, que de ne pas faire cela. Venons-en à nous. J'évoque en premier lieu la méconnaissance de la connaissance. Qu'est-ce que je veux dire ainsi? Quand on explique au patient, on ne comprend pas bien le mécanisme d'acquisition de connaissances. Parce que pendant que le soignant explique, le patient, lui, se représente. Pendant que le médecin présente, le sujet se représente. Quand il n'y a pas le point de la manipulation, consciente ou inconsciente, des affects ou cognitive, le hors-sujet, quand on traite la maladie
donc on ne traite pas véritablement le sujet malade, et jusqu'aux soignants qui surjouent avec le poids de la dette tout ce qu'on mobilise, alors que le patient ne parvient pas, lui, à se mobiliser, eh bien ceci est infériorisant et accroît une dette au fil du temps. Alors je vous laisse découvrir ce texte. Je vous laisse le lire. Discrètement bouger le temps, dit notre auteur. Au demeurant, j'apprécie beaucoup. Ça veut dire quoi? On peut se filmer dans les échanges. Et l'on peut, ce n'est pas toujours ainsi, mais on peut voir le thérapeute parler, il explique au patient, alors que cela peut se jouer avec tout plein de blancs, en prenant appui sur un questionnement. Comment vous comprenez votre maladie? Quel sens donnez-vous à votre maladie? Tant l'homme a deux oreilles et une seule langue pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle, nous disait un certain Zénon de Kition quelques rares années avant Jésus-Christ. J'en viens maintenant aux facteurs liés à la société, la conjoncture que nous savons, notamment au plan économique, les techniques envahissantes, mais qui ne sont plus à notre secours. Les choses se sont inversées. Un certain Heidegger nous parle d'un arraisonnement par les techniques, les normes énormes, et des philosophes non excités parlent d'une véritable dictature des normes aujourd'hui, les lobbies, et là encore malheureusement 3 petits points de suspension, et enfin l'évolution de cette société avec la crise de la culture théorisée par Hannah Arendt. Et tout ceci fait souvent prendre parti, notamment pour l'histoire de la maladie, plutôt que pour l'histoire du malade, avec ce divorce qui s'opère au fil du temps entre la maladie et le mal. Ça veut dire le travail qui n'est plus véritablement toujours fait pour donner du sens à la maladie. Dissociation, malade, maladie, et nous tentons de rabouter les choses sur le tard aujourd'hui, notamment avec le TP. En fait, il faut que j'avoue avoir fait quelques erreurs. La première erreur, c'est le travers universitaire de l'exhaustivité. Vous voyez, tous ces facteurs nombreux, si nombreux d'ailleurs qu'on viendrait à douter d'une possibilité de changement. Deuxièmement, ces facteurs, je les ai établis de façon excentrique et on s'éloignerait au sens premier fort du sujet. Mais enfin et surtout, en guise de facteur au pluriel, il n'y en a qu'un en définitive, c'est le réel que nous avons en face de nous. Et que faisons-nous? Nous nous écartons gentiment de ce réel en regardant à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, avec toute difficulté pour l'affronter. Je vous laisse découvrir ce texte très important. Le réel n'est généralement admis que sous certaines conditions et seulement jusqu'à un certain point. S'il abuse et se montre déplaisant parce qu'il vous faut de l'insuline, la tolérance est alors suspendue. Un arrêt de perception met alors la conscience à l'abri de tout spectacle indésirable. Je le sais, mais je ne veux pas le savoir. La dénégation. Quant au réel, s'il insiste et tient absolument à être perçu, mais il vous faut de l'insuline véritablement. Il y a une dépendance. Il pourra toujours aller se faire voir ailleurs. Comprenons bien cet ailleurs. Ce n'est pas de la gaudriole. L'auteur est très sérieux. Précisément ce réel, il est face à nous et nous nous sommes écartés. Cet ailleurs, c'est de nous replacer pour affronter ce réel que nous connaissons tous. Tant l'éducation n'est point ce que certains proclament qu'elle est, qu'elle prétend l'introduire dans l'âme, où elle n'est point, comme on donnerait la vue à des aveugles, tout a toujours été dit depuis toujours, voilà ce réel qui est face à nous et qui aurait été écrit ici par un certain Platon, quelques rares années avant Jésus-Christ. Et encore après, j'ai fait des résistances une activité, mais vivre aussi les résistances, de résister qui veut dire tenir debout, notamment après le choc que génère l'annonce de la maladie. Résister, on parlera pendant un certain temps d'un patient qui n'est pas observant,
Mais résister, encore une fois, c'est tenir debout. Les résistances peuvent avoir du bon, y compris avec la dépression, qui vont essayer de prévenir une implosion psychique. Ce qui fait que l'alliance, elle peut se nouer au fil du temps, elle peut se dénouer, mais lequel renouement peut faire que secondairement, elle soit encore plus solide. Ceci au fil du temps, parce qu'il est important de déployer une temporalité. Encore une fois, nous parlons de chronicité en regard de la maladie chronique. La question clé pour moi est celle de la confiance. Qu'est-ce qui ferait que nous pourrions évoluer des résistances à la confiance, que nous accorderions une vertu à la confiance, que nous ayons confiance en la confiance du thérapeute et en sa thérapie, du thérapeute que nous rencontrons. Au demeurant, je reviens à mon ancien temps biblique. Le mot crédit a pour racine le sanskrit cred, qui a le sens du retour sur investissement. Ça veut dire qu'on accorde une confiance avec bien naturellement un espoir de retour sur investissement pour une confiance bien placée, bien posée. Alors, recherche encore, nous pourrions travailler sur des échelles de résilience et nous voyons qu'elles sont nombreuses aujourd'hui. C'est ce que nous avons fait en particulier en toquant à la porte d'un laboratoire des sciences humaines de notre université. Aidez-nous à évaluer la portée de l'action de TP du point de vue du sujet. Non pas simplement l'évaluation externe, le poids, le cholestérol, etc., mais la portée de l'action de TP du point de vue du sujet, et nous n'avions pas les outils pour cela. Et c'est ainsi que, chemin faisant, nous avons fait apparaître que le TP, le pôle de prévention en particulier, était un tuteur de résilience. Nous pouvons parler également de résilience assistée par cette démarche. Alors, quelques perspectives cliniques. Je voudrais évoquer ce point. Attention à donner une lettre de noblesse au mot alliance, mais ne pas le galvauder non plus. Je serai très prudent. D'un autre côté, j'ai envie de dire que le mot partenariat, lui, est déjà galvaudé. Et je pense que dès lors qu'on travaille véritablement ensemble, nous sommes au-delà du partenariat au sens, j'ai envie de dire, quelque peu restrictif. Là, je peux témoigner d'une alliance avec l'association des Petits Pois, qui est toute proche d'Amiens. Nous travaillons ici dans un espace de premier recours avec cette association. Et cet espace de premier recours qui pourrait nous faire vivre, mais ce n'est pas automatique, une alliance entre le public et le privé. Puisque dans cet espace, nous sommes dans un quartier nord à Amiens, un secteur défavorisé. Nous avons ici des consultations délocalisées du CHU et j'y ai installé une antenne de mon pôle de prévention précisément pour faire vivre une ETP de premier recours, à charge à nous de nouer une alliance avec nos partenaires du privé, puisque c'est aussi le lieu où exercent notamment SOS Médecins, un cabinet de kiné, un cabinet infirmier, etc. L'alliance avec les Petits Pois est effective. Nous sommes ici dans leur local à Camon, tout proche d'Amiens, et je vous présente notamment Lydie Bourri, qui est la présidente de cette association, ici un éducateur sportif également, et puis Muriel Boyard, avec qui je travaille en proximité. Nous parlons vraiment d'alliance. Nous animons tous deux le CSO d'Amiens, le centre spécialisé de l'obésité, que j'ai installé précisément dans l'espace santé que je viens de mentionner. L'alliance avec l'Orchestre national de Picardie. Je dis alliance, nous sommes au-delà du partenariat. Quand on fait vibrer une corde, il se passe des choses véritablement et fortement chez les patients, la patientèle, pour l'équipe de soins et également pour les acteurs, pour les artistes, qui découvrent ainsi la portée de leur action de musicothérapie. L'alliance avec des équipes de recherche, quand on les convie au pôle de prévention et qu'on présente le TP, il se passe quelque chose véritablement de l'ordre quasi de l'alchimie. Je mentionne notamment le CAREF, avec qui nous travaillons pour l'évaluation de la portée de l'action d'éducation chez l'adolescent. Et cet autre centre de recherche en psychologie, avec qui nous allons évaluer la portée de l'action de musicothérapie que l'on a intégrée dans le parcours de soins de chirurgie bariatrique au pôle de prévention d'Amiens. Enfin, I have a dream. Peut-on dire que alliance rime avec instance? Vous imaginez, la RS, l'HAS, nous avons vraiment envie de travailler en collaboration. On comprend bien qu'il faille des normes sociales. Notre vœu, bien sûr, est que ce soit articulé avec des normes de vie du point de vue du sujet, souffrant comme soignant. En conclusion, ce sera tout plein de blanc, puisque un certain Flaubert me dit que la bêtise consiste à conclure. Pour autant, je ne vais pas me dédouaner, sinon avec un grand point d'interrogation, pour dire que le débat est toujours ouvert.
Simplement, je pense qu'on peut récuser ces formulations aujourd'hui quand on dit que le patient est inobservant, quand on parle d'inertie thérapeutique chez le soignant, et plutôt faire jouer, j'ai envie de mettre l'accent sur ce préfixe inter. Tout se joue dans une intersubjectivité, un sujet soignant, un sujet soigné, dans l'interdiscours, et le mot dialogue a pour préfixe dia, qui veut bien dire à travers, un échange véritablement, parce que nous sommes tous vulnérables. Et j'aime à dire que le mot vulnérable se termine par able, et on l'entend en anglais able to. J'ai envie de dire, cette capacité qui est la nôtre, entre guillemets, d'être vulnéré un jour et qui devrait conférer une posture de sollicitude et d'empathie. Je tiens à vous remercier pour votre écoute et j'espère beaucoup votre présence aux journées que nous tenons nous-mêmes chaque année, en fin novembre, organisées par notre coordination régionale pour la prévention et l'éducation du patient, et puis volontiers aussi au DU d'éducation du patient de notre université qui démarrera en janvier prochain. Un grand merci encore à vous et je vous souhaite une très très belle journée.